Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Pixelé Stratégie en couleur. Vous êtes avec Virginie et aujourd'hui nous allons continuer notre série de podcasts au sujet du persona. Alors, lors de l'épisode précédent, on avait parlé vraiment de la base, de la création d'un persona, à quoi ça servait, quels étaient véritablement les buts et les objectifs de la création d'un persona. Et on avait aussi parlé des risques, de l'absence de ces personas et des difficultés que pourrait rencontrer votre activité si le persona n'était pas bien défini. Aujourd'hui, on va pousser un peu plus loin la notion de persona en le liant à une notion de référencement naturel. Donc le référencement naturel, on en a parlé pendant l'épisode d'introduction. Je vais rester très vague sur la définition du référencement naturel et finalement on ne va pas parler uniquement du référencement naturel dans Google, mais on va parler de plusieurs types de référencement naturel. Ça peut être du coup aussi à travers les réseaux sociaux, ça peut être donc LinkedIn, YouTube, Facebook, c'est un peu différent et en même temps vous allez me dire YouTube, on est toujours dans Google et vous aurez bien raison. Donc pour en revenir à notre persona et les particularité du persona en SEO, c'est que on commence véritablement à rentrer dans la stratégie avancée et on commence véritablement à rentrer dans une stratégie de logique, de mots-clés, d'intention de recherche, de relation avec votre persona et aussi dans un objectif de visibilité. Parce que finalement, en SEO et grâce au persona, on va pouvoir travailler sur plein de mots en fait, un vocabulaire, une lexie qui va être propre à votre activité, qui va résonner avec votre persona et qui va vous permettre de gagner des positionnements dans Google. Donc cette notion de persona à travers le référencement naturel, il s'établit avec la grande notion d'intention de recherche. Alors j'aime bien illustrer cette intention de recherche avec une expérience personnelle. Je suis désolée, je vais parler un petit peu de moi. Voilà, j'ai une petite fille qui fait du basketball, donc elle est jeune, hein, elle n'a pas encore 10 ans. Et l'année dernière, il y a un an à peu près, elle a commencé à montrer des signes de faiblesse au niveau d'une de ses chevilles. Et il a fallu donc l'équiper de nouvelles chaussures de basket. Donc la difficulté dans les chaussures de basket, c'est que pour une petite puce qui a un pied qui mesure entre 33 et 34, voilà, c'est la taille de sa chaussure, la chaussure de basket que l'on utilise à certains niveaux, il y en a très peu, voire pas du tout. Et donc on n'utilise pas forcément les mêmes chaussures pour que les enfants puissent jouer. À cet âge, les gestes techniques qui demandent une bonne stabilité de chaussures sont pas encore trop répandus et les enfants font surtout des allers-retours. En fait, ils courent énormément. Donc par rapport au problème de chaussures de cheville et le problème de chaussures de ma fille, donc on a consulté un médecin qui nous a conseillé de revoir le matériel et surtout les chaussures de ma fille et de trouver une chaussure qui lui permettrait d'avoir un peu plus d'amorti et un peu plus de maintien. Donc là commence un peu mon parcours d'achat, mon intention à moi de recherche, qui était de trouver une chaussure qui pouvait éviter à ma fille d'avoir des douleurs et surtout lui éviter des blessures. L'avenir nous a montré après derrière que finalement, malgré notre bonne volonté et notre bonne intention, la blessure malheureusement est arrivée quelques mois plus tard, mais à ce moment-là, dans ma logique et dans mon parcours d'achat, dans mon intention de recherche, mon objectif c'était quand même d'éviter la blessure à ma fille et de lui permettre de pratiquer le basket en toute sécurité. Donc en fait, moi dans le persona, si je devais me définir pour un persona, pour la marque, c'était véritablement trouver une chaussure adaptée pour mon enfant, trouver une chaussure adaptée au petit pied et trouver une chaussure adaptée pour une enfant qui était bien sûr en pleine croissance parce que la base de ses problèmes c'était qu'elle avait beaucoup grandi en très peu de temps. Pour être tout à fait honnête et transparente, elle avait pris 5 cm en 2 mois, ce qui était complètement énorme et avec tout le sport qu'elle faisait, elle avait véritablement besoin d'un matériel adapté à son nouveau corps et à ses aptitudes physiques. Donc de là, moi j'étais pas forcément à ce moment-là familière
du langage basket, du langage, pas basket, le sport, hein, vraiment la chaussure de basket, le langage en fait des concepteurs de chaussures, donc pour pas forcément faire du teasing sur les marques, j'ai regardé chez Nike, chez Adidas, j'ai regardé bien sûr chez Decathlon, et je me suis instruite, je me suis formée au langage, au vocabulaire, utilisé autour de chaussures de basket, et j'ai racolé moi en tant que maman avec les besoins de ma fille. Et de là en fait j'ai surfé sur internet, j'ai tapé moi aussi des requêtes dans Google pour trouver les réponses à mes questions. Qu'est-ce que je devais acheter comme chaussures de basket, qu'est-ce que je devais faire essayer à ma fille, parce que finalement c'était à elle de me décider quelles chaussures elle allait valider à l'arrivée pour le jeu. Donc les critères que j'avais moi n'étaient pas forcément les mêmes critères que ma fille. Donc là je vais rester vraiment sur la logique. Moi je recherche des informations pour trouver une chaussure à présenter à ma fille qu'elle allait devoir après essayer en magasin. Donc j'ai fait tout un tas de recherches et j'ai appris plein de mots sur les brevets. J'ai appris que le maintien, la stabilité et l'élasticité de la chaussure, c'était véritablement des brevets qui étaient possédés par différentes marques. Et là on avait plein de marques, donc je l'en ai parlé un peu tout à l'heure, Nike, Adidas, Puma aussi pour des chaussures un peu plus grandes, on va le dire comme ça. Et de fil en aiguille j'ai fait plusieurs recherches qui m'ont conduit à présenter à ma fille 3 chaussures différentes, donc une chez Adidas, une chez Nike et une tout simplement la bonne vieille Tarmark de Decathlon. L'idée en tant que marketeur, le travail que vous allez devoir faire, c'est d'imaginer le parcours d'achat par rapport à une intention. Quel est son objectif principal? Qu'est-ce qu'il recherche vraiment? Dans quel but? Quelles sont ses craintes? Si je dois faire le lien avec moi, ma crainte c'était que ma fille se blesse et je voulais vraiment à tout prix éviter les blessures. Donc par rapport au budget de la chaussure, clairement j'étais prête à mettre le prix, même si elle grandissait vite, que à la fin en fait c'était un achat onéreux, enfin que ça demandait quelques sacrifices ou une organisation, j'y ai mis le prix. La première chaussure, en plus je dis des bêtises, hein, c'était pas toute première les running, en fait c'était des Reebok. C'est une paire de chaussures que j'ai eue en promotion chez Intersport, mais en vrai c'est une chaussure qui coûtait quand même 80 € et qu'elle a porté que quelques mois. Mais dans mon esprit, à ce moment-là, c'était un moyen pour elle de lui éviter les blessures, et c'est vrai que pendant les quelques mois qui ont suivi, elle a ressenti un premier confort en fait. Donc là, même là, par rapport à ça, je me rends compte qu'en discutant naturellement dans le podcast, j'ai énormément de vocabulaire qui peuvent être utilisés par les marques. Je voulais éviter les blessures, je voulais du confort, je voulais du maintien, je voulais de la stabilité, je voulais des chaussures à lacets parce que les chaussures à scratch étaient quand même tirées à boulet rouge par tous les coachs encadrants que j'avais pu croiser. Donc j'avais quand même un certain nombre d'exigences, et tout ça dans le seul but d'apporter un confort et une sécurité à ma fille. Donc tout ce vocabulaire-là, c'est un vocabulaire qui peut être utilisé aussi bien dans des fiches produits que dans des articles de blog ou sur les réseaux sociaux pour présenter correctement un produit. Ce produit adapté pour mon enfant, effectivement, on doit d'abord rassurer les parents et après séduire les enfants au niveau du design, des couleurs. Voilà, ma fille, des chaussures rouges, c'est le top du top, mais des chaussures bleues, ça passe aussi. On aura un peu moins de chance avec du noir et du rouge sur une petite fille. Par contre, un petit garçon, ça peut bien matcher. Voilà, l'idée, c'est au niveau de l'approche marketing, là, de nouer avec l'intention de recherche. Parce que finalement, ce que je viens de décrire dans ces quelques minutes de podcast, c'était véritablement mon intention. Moi, à ce moment-là, je peux constituer un persona. Je suis la représentation imaginaire, hypothétique d'un vrai besoin. C'est le besoin d'une maman par rapport à un enfant qui pratique un sport collectif. Donc, on va équiper cet enfant de chaussures, de vêtements qui vont être adaptés à sa pratique. De là, on va rajouter du coup des mots-clés, des expressions clés que l'on va pouvoir comparer avec des
des outils en fait un peu plus SEO pour vérifier que ce sont des requêtes qui peuvent générer du trafic. Pour ça, on va laisser cette partie technique un peu de côté. On va rester vraiment pour l'instant 100% dans la stratégie imaginaire du persona. Comment on lie le persona à une stratégie de visibilité, à une stratégie SEO. C'est véritablement l'intention de recherche, ce que recherche votre persona qui va lier à un vocabulaire qui va être aussi bien qui va renforcer ou calmer ses peurs et qui va diriger vers l'achat. Voilà, on va rester là sur certains concepts de base du persona à travers le SEO et on va continuer dans quelques instants au sujet de l'évolution naturelle du persona. A tout de suite. L'évolution naturelle du persona. Dans ma carrière, c'est l'erreur, si je peux dire comme ça. C'est un peu méchant, j'aime pas dire ça. C'est, on va dire, une idée reçue que se font beaucoup de créateurs d'entreprises au sujet du persona. Ils vont créer divers personas et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est l'évolution naturelle du persona. C'est l'évolution dans son parcours d'achat. Je reprends l'exemple de ma fille avec sa chaussure. Donc j'ai eu une première initiation, une première découverte de l'univers de la chaussure basket par rapport à ma fille. Donc j'ai acheté une première paire de running qui coûtait quand même assez cher, juste pour assurer qu'elle n'ait pas de blessure et qu'elle puisse continuer dans son sport en toute sécurité. Ça, c'était la première intention. L'été a suivi, elle s'est vraiment renforcée dans sa discipline et arrivée à la rentrée, elle a eu besoin d'une chaussure un peu plus avancée, comme pour reprendre le terme que l'on peut retrouver dans certains commerces. On va avoir vraiment du matériel débutant, confirmé, avancé, régulier, occasionnel. Voilà, ma fille, elle avait vraiment une pratique plus que régulière puisqu'elle s'entraîne 2 à 3 fois par semaine, qu'elle pratique des stages pendant les vacances et qu'il lui arrive quand même régulièrement de s'entraîner et de jouer avec d'autres membres de sa famille. Donc elle a une utilisation vraiment régulière de sa chaussure et que forcément avec la pratique vient les compétences qui augmentent et du coup les gestes techniques qui commencent à s'accumuler les uns aux autres. Donc là on passe d'une chaussure running à une vraie chaussure de basket adaptée toujours aux petits pieds, adaptée aux pieds qui vont grandir, adaptée aux besoins de confort, de maintien de mon enfant et là on peut commencer à avoir d'autres compétences qui vont arriver. Ça c'est pas arrivé à ma fille, c'est arrivé à mon fils qui lui s'est mis à sauter de plus en plus haut. Et il lui fallait véritablement une chaussure souple et légère pour lui permettre d'exprimer toutes ses capacités au niveau détente. Donc de là, ce n'est pas un persona différent, c'est un persona qui a mûri dans son parcours d'achat et qui a éprouvé des besoins, mais on est toujours dans l'univers de la chaussure basket. Et du coup, même là encore, on peut se retrouver avec des confrontations entre les gammes, c'est-à-dire que quel prix on est prêt à mettre, où se situe votre produit dans les gammes. Est-ce qu'on peut commencer à parler de produits pas chers ou au contraire de produits haut de gamme? Est-ce que votre persona a la capacité de mettre dans le haut de gamme si cette notion de haut de gamme, cette notion de prix pour lui fait écho à une sécurité et va lui permettre de s'assurer que son enfant ou que son besoin sera pleinement satisfait avec un produit plus cher, effectivement ça reste encore une évolution et que le persona va être prêt à dépenser une certaine somme pour assurer pleinement son besoin et satisfaire totalement son intention. Donc là on va pouvoir encore une fois enrichir le vocabulaire et faire évoluer le persona en fonction de son parcours d'achat. Et pas forcément recréer un autre persona. Dans ce persona-là, finalement, ce sont les besoins qui vont être autour, qui vont lui permettre d'évoluer et de devenir de plus en plus exigeant dans son parcours d'achat, de faire mûrir son vocabulaire. On va dire qu'il va grandir, qu'il va mûrir, qu'il va avoir atteint une certaine maturité qui va vous permettre à vous, en tant que professionnel, de commencer à positionner un vocabulaire un peu plus technique, un peu moins grand public, qui va
permettre à votre persona de visualiser l'étendue de votre expertise et va entretenir la confiance. Et de là, derrière, on va retrouver juste après la fidélisation. C'est-à-dire que le persona, quand il aura besoin d'un nouveau produit, il ne cherchera pas une autre marque. Il ira en premier chez vous parce qu'il est pleinement satisfait et qu'il vous fait entièrement confiance. Donc là, on rentre vraiment dans une logique où on va lier l'évolution du persona au parcours d'achat auquel on va ajouter des mots-clés SEO qui vont vous permettre d'être visible sur des réseaux sociaux ou sur des moteurs de recherche. De là, on va commencer justement à développer le vocabulaire pour avoir des mots qui vont résonner dans votre persona et qui vont permettre d'augmenter la confiance. Là, j'ai résumé en l'espace de quelques mots, de quelques phrases, véritablement pourquoi le persona est autant important en SEO. Pourquoi il est nécessaire en SEO d'avoir un persona hyper précis, hyper pointu, qui va véritablement aller au bout des choses pour avoir vraiment cette connexion à 100% avec le vocabulaire utilisé par votre persona. Et finalement, en ricochet, si les moteurs de recherche comprennent pleinement de quoi vous parlez, eh bien, ils peuvent vous rendre visible sur d'autres mots que le persona aurait utilisés, qui ne sont pas forcément ceux auxquels vous avez pensé, et qui vont vous permettre en fait d'être visible sur un plus grand nombre de mots-clés, même si vous ne les avez pas travaillés directement. Voilà, c'est terminé pour cet épisode, notre podcast où nous commençons à aborder certains points du persona en relation avec le SEO. Dans le prochain podcast, on continuera à parler de SEO de façon un peu plus prononcée et un peu poussée, mais toujours du point de vue du persona. À très bientôt.